Bonsoir et bienvenue sur LN24. Merci de nous rejoindre pour ce grand débat. Le 30 juin 1960, le Congo prenait son indépendance de la Belgique. Après 80 ans de présence belge, la population congolaise fête sa liberté. Une date historique, un anniversaire qui permet d'ailleurs de se poser des questions, de revenir sur le passé colonial de la Belgique, de son héritage, de son impact. Mais avant d'en parler, LN24 vous propose un documentaire, Mentalité décolonisée, réalisé par des étudiants en dernière master de journalisme à l'IEX. Nous sommes d'ailleurs en plateau avec l'une des réalisatrices de ce documentaire, Lou Janssens. Bonjour Lou. Donc, dernière année de journalisme à l'IEX et vous avez réalisé ce documentaire avec Romain Maillet, Simon Chéreau et Maïna Boutmin, c'est cela? C'est ça. Tout à fait. Et en plateau, évidemment, d'autres invités. Nous sommes avec aussi Louis Michel, juste à côté de vous. Bonsoir Louis Michel. Bonsoir. Vous êtes ancien vice-premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères et vous êtes un grand connaisseur du Congo. En face de vous, Jean-Jacques Wando, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert et analyste des questions politiques et sécuritaires de la République démocratique du Congo. Et puis à côté de vous, nous sommes avec Patricia Van Schuylenberg. Vous êtes historienne et chef de service histoire et politique de l'Africa Museum, le musée de l'Afrique qui se trouve à Tervuren. Bonsoir. Bonsoir. Et nous serons plus tard dans cette émission, juste après le documentaire aussi, avec Colette Brackman, qui est journaliste au soir et évidemment spécialiste du Congo. Mais avant de se retrouver pour ce grand débat avec tous nos invités, je vous propose donc ce documentaire réalisé par les étudiants de l'IEX, Mentalité décolonisée. Et on se retrouve juste après ce documentaire. Aujourd'hui encore, le passé colonial belge fait notre présent. Les villes européennes sont absolument des villes coloniales au sens de mémoire coloniale. Les boulevards, les monuments. Ces traces coloniales se figent dans le temps et continuent à nous parler tous les jours. Un tabou semble régner sur cette partie importante de notre histoire. L'élite belge d'aujourd'hui essaye de minimiser au maximum un regard critique et objectif sur son passé colonial. Mais d'où vient ce tabou et quel rôle joue l'enseignement dans la transmission de cette histoire? C'est un sujet tabou aussi dans le programme scolaire. Si notre espace public contient de nombreux symboles du passé colonial, certains militants agissent à leur échelle pour déconstruire ces références. Aujourd'hui, ça se réveille quelque part. Ça parle. L'avenue de Tervuren ici, elle parle. Le parc du Cinquantenaire, il parle. Le musée de Tervuren, il parle. Quels sont les liens qui unissent toujours la Belgique à son ancienne colonie? En 2019, l'ONU appelait la Belgique à s'exprimer sur son passé colonial. Aucune excuse nationale n'a été prononcée à ce jour. Nous avons évidemment vis-à-vis des Congolais et des Congolaises une responsabilité particulière. Ce n'est pas bien, ce n'est pas éthiquement acceptable que la Belgique se soit désintéressée de son ancienne colonie pendant 15 ans. Alors, 60 ans après l'indépendance du Congo, quel est le poids du passé colonial sur nos mentalités ? Au XIXe siècle, le monarque belge Léopold II est avide d'influence face aux grandes puissances coloniales européennes. Il cherche alors à acquérir des colonies. Fort de ses explorations en Afrique, Henry Morton Stanley présente dans ses récits un territoire au potentiel riche qui convainc le souverain. En 1885, lors de la conférence de Berlin, les puissances européennes se partagent l'Afrique. Le Congo devient la propriété privée de Léopold II, sous le nom de l'État indépendant du Congo. Un territoire 80 fois plus grand que la Belgique. Léopold II n'y mettra jamais les pieds. Les Belges s'installent petit à petit au Congo, se présentant comme les sauveurs face à l'esclavagisme arabe. Cachés derrière une volonté civilisatrice, l'exploitation industrielle à grande échelle démarre. Une puissante industrie s'est créée de toutes pièces en quelques années, appelant au travail des milliers d'indigènes et de Belges. Mais la tâche la plus difficile,
La plus exaltante aussi a été d'apprendre à des hommes et à des femmes sortis d'un autre âge tout ce que des siècles de progrès nous ont rendu familiers et que nous appelons civilisation. Le profit de la vente du caoutchouc est colossal. C'est le début des violences coloniales. Dans les régions exploitées, travail forcé, mains coupées, torture et massacres font partie du quotidien. Le système dans son ensemble exploite, détruit et déshumanise. Le bilan de la colonisation s'élèverait, selon certains historiens, à près de 10 millions de morts. Contraint par des pressions internationales qui condamnent ces atrocités, le roi lègue alors le territoire à la Belgique sous forme de colonie, le Congo belge. En 1960, le continent africain se décolonise. Le Congo accède à l'indépendance le 30 juin de la même année. Depuis, le souvenir de l'ancienne colonie belge reste gravé dans l'espace public. Seulement, il semble encore y avoir un manque de connaissances sur cette période de notre histoire. Je ne sais pas quelle histoire ils expliquent aux élèves, je ne sais pas quel élément qu'ils disent aux élèves. Moi, je n'ai jamais pris ça à l'école. Je ne me souviens pas. Non, je ne pense pas, à cette époque-là, je ne pense pas qu'on nous ait parlé de ça à l'école, non, je ne pense pas. Je me souviens quand, surtout en primaire, on en parlait, fait de la dynastie, on revoyait toujours les rois et tout, et jamais on parlait de ça, hein, franchement. Non, vraiment jamais. D'après une étude de Nico Hirt, professeur universitaire, 1 élève sur 4 sortant du secondaire est incapable de faire un lien entre la Belgique et le Congo. Alors, quel rôle joue l'enseignement dans la transmission de cette histoire ? La vie scolaire ne reflète que la société en général. Et que donc, comme on n'en parle pas énormément dans la société, c'est un sujet tabou aussi dans le programme scolaire. Vous avez les contenus obligatoires ici à gauche. Vous voyez que vous avez l'impérialisme colonial qu'on doit absolument voir. Dans les exemples, on nous donne une petite piste, des pistes pour atteindre ce concept, mais vous n'avez nulle part inscrit l'histoire coloniale belge ou la colonisation du Congo en tant que telle. Donc ça, cela dépend des professeurs et de la place que donne le professeur à cette histoire coloniale. Moi, je travaille sur cette question parce que j'estime que c'est important pour les jeunes de connaître l'histoire coloniale, l'histoire de la Belgique et l'histoire du Congo. Je pense que c'est très important d'avoir des informations sur cette histoire-là pour mieux vivre aujourd'hui ensemble. Des lacunes sont donc présentes dans le programme scolaire vis-à-vis de cette période de notre histoire. Pour pallier ce manque, certains artistes ont choisi de s'exprimer. C'est le cas de Geneviève Voisin et sa pièce Colonialoscopie. À travers la satire, elle fait entrer la colonisation dans les salles de théâtre. Le Congo belge! Colonialoscopie incarne la violence du rapport nord-sud dans un rapport mère-fille. Et puis dévoile une bonne partie de notre passé colonial belge, mais sous le prisme d'une femme nostalgique de la colonisation, comme il y en a beaucoup, encore. Allez, franchement, qu'est-ce que c'est quelques malheureuses mains coupées sur les cadavres des récalcitrants à fournir leur cataracte à jour? Ah bon? Oui, l'impôt d'alors. Mais c'est dégueulasse. Il devrait... Au million de mains, regarde des millions de mains vigoureusement serrées. Ah oui, ma chérie. Tendrement tendues pour aider les Congolais à grandir et à devenir le grand peuple civilisé qu'ils sont aujourd'hui. J'avais pas envie d'être dans un premier degré de dénonciation. Et ce qui me plaît bien, c'est d'incarner la personne dont on veut dénoncer le comportement ou la pensée. Quelqu'un nous a dit, il y a 20 ans, votre pièce, elle ne serait pas passée. Il y a tout un mouvement décolonial qui est très très fort en fait, et qui a pris une extension très forte ces dernières années en fait. Et donc, je pense que le succès de la pièce, c'est ça.
c'est que les gens sont prêts à en parler, ont envie d'en parler, ont besoin d'en parler. Ce mouvement décolonial s'est développé ces dernières années. Par exemple, en 2008, l'écrivain Théophile de Giraud recouvrait la statue de Léopold II avec de la peinture rouge. Une manière d'exprimer son mécontentement. Aujourd'hui, il est devenu commun d'observer des dégradations similaires. Mais ces monuments sont toujours nettoyés et le tabou persiste. Alors parlons-en. Que devons-nous faire de ces traces et symboles coloniaux ? Comment décoloniser l'espace public sans pour autant renier l'histoire ? Les villes européennes sont absolument des villes coloniales au sens de mémoire coloniale. Les boulevards, les monuments, qu'on ne regarde pas beaucoup, donc on ne fait pas attention, mais qui marquent quand même le territoire d'une manière inconsciente. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Si on éduque bien les gens, si on explique ce qui s'est passé, ces statues-là peuvent devenir demain des traces de l'aspect négatif de la colonisation. Donc je ne vois pas bien pourquoi il faut déboulonner l'histoire. Il faut, même si on gardait une statue de Léopold II, il faudrait qu'elle soit gardée de manière, je ne sais pas moi, couverte de peinture rouge pour que ça attire le regard et qu'on se dise mais pourquoi ? Et du coup on aille plus près, qu'on regarde. Parce que la plaque, personne, je veux dire, les plaques, on ne les lit pas. Moi je pense que quand on dit il faut tout déboulonner, il faut tout, ça a un côté, c'est une négation de l'histoire. C'est qui est là ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi on devrait le garder ? C'est quand même un criminel. Alors donc on va mettre des statues de criminels. D'accord, alors pourquoi ? On ne voit pas de statues d'Hitler, d'Himmler, de Goebbels dans aucune ville européenne. Et on ne veut pas faire le lien, mais pourquoi ? La responsabilité de Léopold II dans le crime au Congo est énorme, énorme. Et en plus, il s'est enrichi personnellement. C'est quand même pas, on ne pourrait pas dire que c'est un rôle modèle, comme on dit, pour les enfants. Maintenant, je ne vais pas faire une maladie si on fait ça, mais je dis simplement que ce n'est pas nécessairement la meilleure des choses pour aborder le problème. De toute façon, un paysage urbain, ça évolue. Je veux dire, il y a certainement des choses qui existaient qu'on ne voit pas. Donc, après tout, la disparition de statues de Léopold II, la Belgique ne va pas s'écrouler. Les paysages urbains évoluent, et c'est aussi le cas des grandes institutions, comme le musée de Tervuren. Pour comprendre pourquoi ce musée fait polémique, il faut remonter dans le passé. En 1897, Léopold II profite de l'exposition universelle pour promouvoir son projet colonial. Masques, statues et villages congolais seront par la suite déplacés à Tervuren, dans le palais des colonies. Cet outil de propagande était destiné à convaincre les investisseurs ainsi que la population belge. Véritable chef-d'œuvre architectural, le musée ouvrira ses portes en 1910 avant d'être renommé Musée royal de l'Afrique centrale lors de l'indépendance du Congo. Mais avec une infrastructure vieillissante et surtout une exposition permanente peu critique vis-à-vis de l'image coloniale, le musée de Tervuren devait être totalement repensé. Une date dans l'agenda, le 8 décembre prochain, ce sera la réouverture officielle du musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren. Après 5 ans de travaux, le bâtiment est restauré. Il a d'ailleurs été présenté en grande pompe ce matin. Visite des lieux. Présenté comme plus moderne, mais avant tout décolonisé, le musée fait sa grande réouverture en 2018. Mais il ne convainc toujours pas les experts afrodescendants qui ont pourtant travaillé sur le projet de décolonisation. La manière dont il montrait l'histoire coloniale, c'était une manière qui voulait montrer les bienfaits de la colonisation. On ne venait pas vraiment pour discuter avec nous, pour réfléchir à une nouvelle exposition permanente, parce que toute la réflexion avait déjà été faite. On venait plutôt pour nous proposer un projet et nous demander de le valider. Si le musée de Tervuren fait encore polémique, c'est notamment à cause de la salle hors-jeu. Une pièce regroupant des statues jugées stigmatisantes et stéréotypées. La collection, qui faisait anciennement partie de l'exposition permanente, a donc été écartée, mais elle reste pourtant accessible au public. On ne voulait pas montrer ces statues-là. Il aurait fallu faire un cimetière et le fermer ou le sceller, mais pas donner accès au public à ces œuvres ces objets, parce que le fait de vouloir dénoncer une image en la montrant, ça ne fonctionne absolument pas.
On est dans la Rotonde, dans la grande salle de la Rotonde, qui est la salle, on va dire, emblématique, une des pièces emblématiques de ce bâtiment, avec sa grande coupole. On est devant les statues de Maton. La Belgique apportant la civilisation, l'appel au réconfort au Congo. Ce genre de statues-là qu'on retrouve un petit peu partout en Belgique, et notamment à Bruxelles, dans le parc du Cinquantenaire. Vous allez vous promener là-bas, vous le savez très bien, vous tombez sur des statues avec des écrits comme ça, qui ne sont absolument pas contextualisés, sur lesquels il n'y a absolument aucune prise de recul. Et ce sont des statues qu'on retrouve comme ça ici aussi. Si le musée de Tervuren conserve de nombreux objets et traces coloniales, l'institution travaille également en collaboration avec Mémoire du Congo, une association créée en 2002 dans le but de préserver la mémoire des colons belges en Afrique centrale. Nous avons assisté à l'une de leurs réunions annuelles à l'Overval. Au programme, une présentation de pagnes et de coiffures africaines, un repas congolais et des rencontres avec les membres de l'association. Vous savez, les excuses, c'est pas difficile à formuler, mais ça n'arrangera rien. Ils doivent accepter leur passé, ils doivent l'assumer, même s'ils le trouvent, à certains points de vue, révoltant. Cette colonisation leur a quand même apporté beaucoup d'éléments positifs. Je ne suis pas l'adorateur d'une colonisation, en aucune manière, et quel qu'en soit l'initiateur, mais parfois sont des passages obligés. Je suis né au Congo de 2 parents congolais. Il n'y aurait pas eu la colonisation, je serais maintenant en train de pêcher sur ma pirogue, peut-être, en train de courir dans une savane, ou en train de me balancer comme ça, d'un arbre à l'autre ou d'une liane à l'autre. Je ne sais pas ce que j'aurais fait en ce moment. La période dite d'avant 60, pour moi, c'était bien. Il y a des choses qu'on pouvait reprocher, des petites choses, bien sûr, mais il n'y avait pas vraiment de choses graves. Il ne faut pas non plus occulter une partie du passé, notamment moi qui ai fait toutes mes études ici. Je n'ai jamais étudié ni lu une seule ligne sur la colonisation, sur la présence belge au Congo. Il n'y a rien dans le programme belge. Si la Belgique ne trouve pas d'inconvénient à dire d'une manière solennelle à la République démocratique du Congo, nous reconnaissons ce qui a été fait par les anciens, mais nous demandons pardon au peuple congolais. Je crois que ça ne fera mal à personne. Et au contraire, ça sera rétablir en quelque sorte les bases d'une bonne coopération entre les deux pays. La Belgique doit faire un travail en profondeur. Cela veut dire qu'il faut d'abord reconnaître qu'il y a eu des crimes contre l'humanité. Comme les affaires étrangères, j'ai demandé pardon à la famille de Lumumba, qui est assassiné par des Belges. Bon, on a demandé pardon. On part dans une histoire qu'on est en train de transformer pour que certaines choses ne soient pas dites de nouveau. On ira avec ce genre de fonctionnement jusqu'où? Le problème en droit, c'est que tout héritier de quelqu'un de l'époque coloniale aurait le droit d'intenter un procès au pays colonisateur. Ce qui est évidemment impossible. Parce que comment voulez-vous faire une investigation judiciaire sur des cas comme ceux-là? Ça aurait ouvert une boîte de Pandore absolument délirante. Et ça n'a pas été accepté. Il faut que la Belgique reconnaisse ses responsabilités à tous les niveaux par rapport à ce qui s'est passé. Et que par principe, le principe soit affirmé que la colonisation était un système négatif
à partir du moment où on impose son point de vue civilisationnel à d'autres peuples qui n'ont rien demandé, c'est un principe négatif. Dès qu'on parle de reconnaissance, de côté belge, je fais directement un pas en arrière parce qu'on anticipe sur reconnaissance égale facture. Reconnaissance égale des charges à payer. Mais s'il faut le faire, il faut le faire. L'État belge n'a donc pas encore pris les devants concernant des excuses. Mais en attendant cette réponse officielle du gouvernement, de nombreuses initiatives émergent du côté des militants. C'est le cas d'Aliou Baldé, du collectif Mémoire coloniale. Arpentant les rues de Bruxelles, il accompagne les citoyens voulant redécouvrir les rues de leur quotidien. On traverse, on va à gauche. Les visites décoloniales sont nées dans cette idée qu'il fallait sortir les gens de l'amnésie coloniale et d'utiliser un outil qui est l'espace public, qui est un outil assez accessible où on fait moins de problèmes pour l'avoir. Pour l'instant, ce qu'on a dans l'espace public, c'est juste des monuments donc, qui glorifient parfois en disant tel est mort pour la civilisation, tel est mort dans la lutte contre l'esclavage, etc., etc. Donc a priori, c'est des éléments qui paraissent positifs pour les gens. Donc c'est d'amener un autre discours à travers la recontextualisation de ces plaques, de ces monuments, de ces statues, de ces noms de rues. Même chose pour Henry Morton Stanley, on nous dit qu'il a découvert le fleuve Congo, l'embouchure du fleuve Congo. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'il y avait déjà des gens. Il faudrait quand même rafraîchir les mémoires à ce niveau-là, ici en Belgique, et montrer aux gens qu'on n'a pas à être fiers d'un Léopold II. Il faudrait arriver justement à déconstruire aussi ce personnage aux yeux des gens. D'ailleurs, la statue qui est à trône est très parlante là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne regarde ni le peuple, ni son palais, ni rien du tout. Il regarde en face la banque. L'idée, c'est pas de faire disparaître ces banques ou de faire disparaître toutes ces plaques coloniales. L'idée, c'est justement de vous amener à voir ces plaques et ces banques autrement que le regard que vous aviez jusque maintenant. Donc le principe, c'est simplement de déconstruire la propagande coloniale, d'amener les gens à voir l'histoire non pas comme un récit unique. C'est ça un peu les aspects positifs de la colonisation, c'est qu'on met tout en place pour que ça soit un maximum efficace économiquement et on revient expliquer aux gens qu'en fait, les chemins de fer, on a construit ça pour vos beaux yeux. C'est pas pour transporter la matière première, c'est pour rapprocher les populations différentes du Congo qui étaient éloignées à cause de la forêt, où il n'y avait pas de route, ou je sais pas. La personne qui m'a le plus marqué, c'est une dame d'une 70aine d'années qui s'est rendue compte que pendant plus de 50 ans, elle a été plongée dans une amnésie mais complète sur cette question. Et qui s'est effondrée à la fin de la vie. Mais elle me disait, mais c'est pas possible de plonger les gens comme ça dans une ignorance aussi structurelle. Parce que le racisme découle de ça, découle de la propagande, de ce qu'on a mis dans le conscient et dans l'inconscient collectif. Si on arrive à comparer un noir à un singe, on va dire que les noirs puent, c'est parce que ça vient de quelque part, ça a été construit, ça a servi à des intérêts économiques d'abord et surtout. Ça a servi à une élite coloniale qui s'est fait beaucoup d'argent autour de cette question. Alors finalement, quel est l'obstacle à la décolonisation ? 60 ans après l'indépendance, les liens avec le Congo semblent pourtant demeurer. L'histoire coloniale de la Belgique lui a conféré une certaine expertise dans la région de l'Afrique centrale. Cette expertise semble être, encore aujourd'hui, un enjeu afin de maintenir une influence sur la scène politique internationale. Et on vient de le voir avec l'exemple de Tshisekedi, un président non élu, mais la Belgique le reçoit comme si il avait réellement gagné démocratiquement les élections. L'expertise de la Belgique liée à son histoire coloniale, on va dire, est utilisée par le gouvernement belge aujourd'hui dans les grandes institutions internationales. Enfermer les gens dans ce déni colonial permet à ce que les gens ne s'intéressent pas à ces questions de maintenant, qu'est-ce qui se passe en Belgique, quel est le rapport actuel entre la Belgique et le Congo, comment est-ce que la Belgique se sert du Congo sur le plan international ou sur le plan interne. Maintenant, on sait que la Belgique est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, c'est très difficile pour la Belgique pour défendre ça, quand en même temps, il faut dire, oui, mais nous autres sommes quand même responsables pour des crimes quand même assez atroces. Ces relations doivent sortir
de ce que je considère comme étant du néocolonialisme. Si la société belge se décide à confronter son histoire, le pouvoir, lui, reste majoritairement silencieux quant à cette question. Aujourd'hui, les visites décoloniales d'Aliou Baldé interpellent de plus en plus de monde. La pièce de théâtre de Geneviève Voisin a déjà été jouée plus de 120 fois. Calvin Soares s'est battu pour inscrire la décolonisation à l'agenda du gouvernement bruxellois. Mais le programme scolaire semble encore incomplet et les institutions culturelles attirent toujours les polémiques. Des figures controversées encore célébrées, un tabou toujours présent, indéniablement, notre histoire coloniale pèse encore sur nos mentalités. Le passé ne peut être enfoui pour toujours, et la Belgique n'aura sans doute pas le choix de s'y confronter. Et vous venez donc de voir le documentaire Mentalité décolonisée. Nous sommes justement avec l'une des réalisatrices de ce documentaire, Lou Janssens. Rebonsoir Lou Janssens. Bonsoir. Alors la première question, pourquoi avoir choisi de parler du passé colonial de la Belgique et des traces de ce passé colonial? Alors nous, donc, avec mon équipe, Simon, Romain et Maïna, on avait très envie de parler juste tout simplement du colonialisme. C'est un thème qui était très important pour nous. Et à la base, on voulait partir au Congo pour essayer de voir quelles étaient les traces de la présence belge, de voir comment elle s'était vécue à l'époque, comment s'était passée la décolonisation. Mais justement, à l'époque, on était en pleine période électorale, ce qui a rendu notre départ un peu compliqué. Et au final, c'était il y a 1 an et demi. C'était il y a 1 an et demi, c'est ça. Et donc au final, on a dû traiter ce sujet d'un point de vue local. Mais on s'est très vite rendu compte qu'en fait, il ne fallait pas sortir de la Belgique pour parler de colonialisme, parce que aujourd'hui, étant donné notre espace public, il suffit de lever les yeux pour constater une trace, un symbole, une référence. Et donc on a vraiment décidé de le traiter d'un point de vue local, en partant du postulat de départ qu'en fait, on avait un espace public qui n'était absolument pas décolonisé, c'est-à-dire que ça soit à Bruxelles ou en Belgique et en dehors. C'est un espace public qui est très violent, qui est très masculin, très blanc et très belliqueux, toujours attrait à la guerre, au combat. Et donc on s'est demandé ce que ça reflétait, quel était le message qui était du coup véhiculé. Puis on a essayé d'aller un petit peu plus loin en questionnant du coup le rapport du gouvernement, de l'État à son passé colonial, voir si c'était une amnésie voulue, un tabou, si c'était un devoir de mémoire qui n'était pas accompli. Donc voilà, c'était ça un petit peu tout l'enjeu du problème. Et qu'est-ce que vous tirez de ce documentaire maintenant? Quels sont les enseignements que vous en tirez? Les enseignements qu'on en tire, je pense que on s'est rendu compte en fait de l'urgence de la décolonisation. Si on veut une société de vivre ensemble et une société qui au final respecte ses citoyens, c'est vraiment un travail qu'il faut accomplir dès maintenant. Mais ça fait des années que les associations en parlent et appellent au secours. Et donc voilà, je pense que maintenant il faut assumer, il faut prendre les bonnes décisions. Et en ce qui concerne l'aspect pédagogique, l'enseignement, est-ce qu'il y a un travail à mettre en place, notamment à l'école, dès le plus jeune âge, en secondaire, même en primaire, vraiment de parler du passé colonial de la Belgique? Parce que c'est quelque chose, je ne sais pas vous, en tout cas en secondaire, c'est quelque chose qu'on vous a appris. Est-ce que c'est dans les manuels scolaires? Moi, je suis sortie de l'école il y a déjà un petit temps, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est aujourd'hui, mais c'est clair qu'il y a des lacunes, c'est sûr qu'il y a des lacunes. On sait que ça n'est pas au programme, en tout cas. C'est ça, et c'est ultra important, je crois, et il faut que cette histoire, ça soit plus une option, en fait. Il faut que ça soit quelque chose qui soit obligatoire dans le programme belge,
parce qu'on sait aussi que l'éducation et l'école, c'est les racines de la société, et c'est comme ça que le changement se fait. Et si on veut combattre un racisme structurel et ancré, c'est comme ça qu'il faut commencer. Mais selon moi, il faut encore aller plus loin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se contenter de rendre cette histoire obligatoire dans le programme. Il faut une réflexion sur l'essence même du fait colonial en lui-même, qui ne s'arrête pas qu'à l'école, qui traverse toutes les sphères de la société, en fait. Parce que si on enseigne la colonisation en parlant des aspects positifs, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. C'est une chose d'en parler, mais il faut savoir encore comment en parler. Louis-Michel, votre avis par rapport à ça, est-ce qu'il faut un travail pédagogique ? Mais je pense qu'il y a un accord depuis très longtemps là-dessus. Je pense que ça ne fait même plus débat. Je pense que les cours d'histoire, jusqu'à il y a quelque temps en tout cas, ne reflétaient pas du tout la réalité coloniale. Ça, c'est un fait évident. Deux, je pense quand même qu'il faut être extrêmement prudent quand on aborde cette question. Je suis évidemment d'accord à peu près avec tout ce qui a été dit. On est tous bien informés de la réalité de certains aspects du colonialisme, bien entendu. Ce que j'aimerais, et moi je vois là-dedans une grande lueur d'espoir, puisque le Parlement a décidé de mettre en place une commission vérité et réconciliation. Les deux mots sont importants. La vérité, c'est la vérité historique, mais ça doit conduire à un apaisement entre les Congolais et les Belges. Parce que sinon, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. On peut rester encore pendant des décennies dans des postures, avec du déni d'un côté et avec un sentiment de victimisation de l'autre. Ça ne va pas faire avancer ni la situation de nos amis et de nos... Moi, j'appelle les Congolais des compatriotes de nos compatriotes congolais, et ça ne va évidemment rien apaiser du tout. Donc ce que je souhaite, c'est qu'on établisse, une fois pour toutes, la réalité des faits, dans toute leur horreur, dans tout ce qu'il peut y avoir d'inacceptable dans des faits qui ont été commis. Mais on doit tout aborder, parce que concentrer son tir sur Léopold II, par exemple, c'est évidemment un peu facile. Moi, je ne considère pas que Léopold II était un génie, un grand souverain, etc. Un roi bâtisseur. Mais je veux juste rappeler quand même que la critique historique impose quand même de replacer l'analyse de faits historiques dans un contexte qui était le contexte de l'époque. Ça, je voudrais quand même le dire. Deuxième élément, c'est en cela que je trouve ça quand même un tout petit peu court. On fait le procès de la Belgique, et je ne suis pas ici pour défendre la Belgique, mais je pense que la Belgique, parmi toutes les puissances coloniales, est le seul pays aujourd'hui qui a déjà posé un certain nombre d'actes. Lorsque, par exemple, j'ai présenté les excuses de l'État belge, que j'ai incarné au travers de ma fonction de vice-premier ministre et de ministre des Affaires étrangères et de représentant du gouvernement belge, j'attends encore toujours. Vous avez présenté vos excuses à la famille de Lumumba, oui, comme on l'a vu dans le documentaire. Oui, parce que c'est un meurtre d'État. Et ça a été nié trop longtemps. On découvre seulement aujourd'hui, moi je le découvre depuis le moment de ce débat-là, mais on découvre seulement aujourd'hui, je dirais, les qualités humaines, politiques, d'intelligence de Lumumba. Qui manifestement, quelque part, c'est Mozart assassiné pour le Congo. Il est évident qu'on sent bien que c'est un homme charismatique, que c'est un homme intelligent, et qui, dans le fond, n'avait pas à l'égard de la Belgique ou des Belges un sentiment d'hostilité. Lui était capable de remettre ça dans le contexte. Et je crois que ce sont les opportunités du moment, la guerre froide, etc., le fait qu'on l'ait assimilé à un communiste, alors que ce n'était pas du tout un communiste, et ni dans sa pensée, ni dans ses convictions, je pense qu'il était donc important pour la Belgique de poser cet acte. Nous avons posé cet acte. Pour le Rwanda, je rappelle que M. Verhofstadt, le même gouvernement d'ailleurs, est allé demander pardon au Rwanda. J'attends encore toujours qu'une puissance coloniale, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit la France, que ce soit les Pays-Bas, que ce soit l'Espagne, que ce soit le Portugal, adopte la même attitude, je dirais, d'humilité et de vérité que nous avons posée. Alors, j'ai une question pour vous, Monsieur Michel. Vous dites que vous êtes excusé au nom de l'État belge auprès de la famille de Patrice Lumumba, qui a donc été Premier ministre entre 1960 et 1964.
Pourquoi s'excuser simplement auprès de la famille de Patrice Lumumba? On ne s'est pas excusé auprès de la famille de Lumumba uniquement, on s'est excusé auprès du peuple congolais, vis-à-vis du peuple congolais et de la famille. Il était quand même la moindre des choses de s'excuser auprès de la famille de Patrice Lumumba. Et donc on l'a fait auprès de la famille de Lumumba et auprès du peuple congolais, vis-à-vis du peuple congolais. Donc il n'y a pas de... je ne vois pas très bien en quoi ça poserait problème. C'est assez normal qu'on le fasse de cette manière. Et on en reparlera puisque l'État belge n'a pas reconnu... Je n'ai jamais dit que c'était assez. Et je n'ai jamais dit qu'on ne doit pas aller plus loin dans le travail à la fois de recherche de vérité et de réconciliation. Ça, je n'ai évidemment jamais dit. Et donc, je suis très heureux qu'il y ait une commission de vérité et réconciliation. Mais ce que j'aimerais bien, pour que ce soit vraiment de l'apaisement, et que ce ne soit pas l'objet, je vais dire, d'un activisme mal à propos. Moi, je suis en faveur de l'activisme, je n'ai rien contre les activistes, mais il ne faut pas que ce soit mal à propos. On serait beaucoup plus fort si, à l'issue de cette commission vérité et réconciliation, on venait avec toute une série de recommandations et de décisions politiques, en accord d'ailleurs avec nos amis congolais, avec les autorités congolaises, avec le peuple congolais, avec ceux qui les représentent, avec les historiens congolais, avec les analystes congolais. Je pense qu'on serait beaucoup plus fort. Et je pense que on n'instillerait pas dans l'opinion publique des éléments qui risquent, dans ce cas-là, si on ne le fait pas de façon apaisée, de nourrir une nouvelle forme de racisme. Donc il ne faut rien éluder. Et le déboulonnage des statuts. On en reviendra plus tard, évidemment. Ça, c'est un sujet que nous allons aborder, évidemment, durant toute l'émission, puisque nous sommes ensemble encore pour plus d'une heure. Mais je voulais aussi vous poser la question, Jean-Jacques Wendo, vous êtes expert et analyste des questions politiques et sécuritaires au Congo. Vous aussi, est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut aller plus loin, il faut en tout cas mettre en place un travail pédagogique et qu'il ne faut rien éluder? Moi, je pense qu'il faut mettre les choses à plat. Oui. Il faut aller plus loin. Il ne faut pas non plus se limiter aux réponses éducatives, mais il y a aussi d'autres formes de réponses qu'on peut donner, d'ordre culturel, d'ordre socio-économique, d'ordre diplomatique. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect éducatif ici en Belgique, mais c'est tout un travail qui doit être fait, pas seulement ici en Belgique, mais entre les Belges et les Congolais. Monsieur Michel parle de la réconciliation, vérité-réconciliation. Mais vérité-réconciliation, c'est un processus qui est utilisé dans le cadre de ce qu'on appelle la justice transitionnelle ou la justice réparatrice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui décider unilatéralement de mettre en place ce processus sans au préalable prendre contact avec les victimes et décider ensemble comment on va procéder pour pouvoir régler ce problème. Et comment est-ce qu'il faudrait procéder? Je pense que la Belgique, d'un côté, ne doit pas faire cavalier seul, décider unilatéralement de mettre en place ces structures, mais prendre le temps de réflexion, prendre contact avec les Congolais d'ici et du Congo et voir quelle est la modalité, quelles sont les modalités les plus appropriées pour pouvoir débattre de cette histoire. Chez nous, on appelle souvent l'arbre à palabres. On peut trouver des formules où des discussions peuvent être menées pour parler de cet épisode de l'histoire qui a du mal à cicatriser dans les chaînes de Congolais. On l'a vu par les réactions suite à l'événement tragique de New York, des États-Unis avec l'assassinat de George Floyd. Et ces ressentis ne se limitent pas seulement aux aspects de la colonisation, mais aussi de ce que les Congolais subissent dans leur parcours migratoire en Belgique. Tout ce qui a trait plutôt au racisme structurel, tout ce qui a trait à ce qu'on appelle la loi de plafond de verre, c'est tout ça qu'il faut mettre en place, qui ressuscite toutes ces injustices. Et M. Michel, tout à l'heure, a parlé du fait que la Belgique a essayé de faire quelque chose. Mais est-ce que les Congolais ont senti qu'il y a eu vraiment des actes de réparation? On peut prendre le cas de l'Italie vis-à-vis de la Libye. Il n'y a pas eu d'acte de réparation. Oui. Il n'y a pas eu d'acte de réparation pour une raison très simple. C'est que pour pouvoir réparer, il faut aussi qu'on ait un interlocuteur qui soit prêt
à débattre avec nous de ce qu'ils demandent comme réparation. Moi, j'ai bien plein d'idées là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Là, vous revenez à ce que je disais. Vous avez mis le doigt sur un point qui, moi, m'a toujours choqué. Fort choqué. Et pas choqué en tant que politique. Choqué simplement en tant que Belge. S'il y a une chose que je porte en moi comme douleur, c'est de rencontrer dans mon pays des Congolais, je dis bien des Congolais, qui sont sans papier. C'est quelque chose qui heurte ma conscience de Belge. Vraiment. Parce que, je vous l'ai dit, et je vous demande de croire à ma sincérité, moi je pense que et les Congolais et les Belges ont été à un moment donné de leur histoire inscrits dans un même espace de vie, pour le meilleur et pour le pire. Souvent pour le pire sûrement, mais il y avait aussi, ce n'était pas que le pire. C'était un espace dans lequel on était, non pas confiné, mais dans lequel on vivait des réalités historiques. Alors, c'est quand même, je me mets à la place du Congolais. Je me dis que quand même, un Congolais qui se retrouve en Belgique comme migrant et qui est sans papier en Belgique, qui est dans un espace historique commun, ça me heurte. Alors quand vous parlez par exemple des réparations, ce genre d'éléments doit faire partie du débat. Alors, pour revenir quand même vous avez raison, évidemment, il ne faut pas que la Belgique ou que les parlementaires belges fassent ça en vase clos avec des historiens qu'on fait venir, mais c'est prévu comme ça. Il est bien prévu qu'il y aura des historiens congolais, il y aura des gens qui représentent ils sont évidemment associés dans ce débat-là. Mais je crois que l'élément principal, c'est d'abord, et ça je crois que ce ne sera pas difficile, c'est d'être d'accord sur les faits. Mais c'est possible d'être d'accord sur les faits. Moi, je crois que oui. Je pense qu'il est difficile aujourd'hui, très honnêtement, madame. Il faudrait être singulièrement de mauvaise foi pour nier qu'il y a eu des faits absolument sordides, inadmissibles, scandaleux, quel que soit le contexte historique. On ne peut pas appeler le contexte historique pour relativiser ce qui s'est passé, par exemple, dans la collecte du caoutchouc, etc. Ce serait de l'aveuglement scandaleux. Et on en parlera justement dans la suite de notre émission. Je vais peut-être donner la parole à Patricia Van Schullenberg. Donc vous êtes historienne, mais aussi donc, chef du service Histoire et Politique à l'Africa Museum. Peut-être revenir à la thématique de cette première partie, au niveau de la pédagogie, le travail pédagogique. Est-ce que, d'après vous, c'est important aussi de commencer par cela, en tout cas, que ce soit un des éléments importants pour connaître le passé colonial de la Belgique? Absolument, et d'ailleurs je voulais féliciter les jeunes qui ont réalisé ce reportage, parce que c'est un reportage qui ouvre, en tout cas qui prend en compte différentes voix. Et je trouve que c'est important justement de pouvoir nuancer encore cette histoire coloniale. Alors effectivement, l'éducation est essentielle, parce qu'il faut non seulement décoloniser les espaces, mais il faut surtout décoloniser les esprits. Et décoloniser les esprits, ça passe par l'éducation. Alors effectivement, on voit que dans les cursus de l'enseignement, la colonisation est peu présente, quoique il y a des nuances à apporter. En tout cas, la ministre Caroline Désir a dit vouloir changer le programme et vouloir beaucoup plus faire rentrer ça dans le programme scolaire. Tout à fait. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, ça fait certainement 10 ans et que le musée de l'Afrique centrale et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont fait des démarches aussi à la demande des inspecteurs de l'enseignement pour fournir des outils pédagogiques aux enseignants, en fait, qui étaient intéressés par cette problématique. Parce qu'il en faut des outils. Évidemment, il faut des outils. Et donc, le musée a développé un manuel pédagogique qui met en évidence toute une série de collections différentes qui expliquent les contextes. La Fédération Wallonie-Bruxelles a fait la même chose. Donc, je pense qu'il y a déjà des outils qui sont mis à disposition. Évidemment, il faut aller plus loin, naturellement. Il y a le contexte aussi, il y a le travail des historiens en tant que tel. Alors là, il y a toujours une confrontation un petit peu, parce que voilà, l'histoire, elle est souvent écrite entre historiens, entre pairs en fait. Et donc, il faut adopter une démarche qui soit une démarche de vulgarisation beaucoup plus grande de cette histoire. C'est vraiment essentiel. Et donc, je pense qu'il y a des ouvertures vers l'éducation. Alors, l'éducation, elle se fait à l'école, elle se fait bien sûr dans l'espace public, et c'est vrai que la contextualisation des statuts fait partie de ce projet. Elle se fait également par l'art.
beaucoup d'artistes se réapproprient en fait l'histoire, se réapproprient les documents pour s'exprimer. Et donc ça permet aussi d'avoir une certaine catharsis en fait, de faire parler les émotions. Je pense que c'est important aussi parce que quand on reste dans le domaine scientifique, le domaine historique, à part entière, on pourrait se dire que les historiens, les scientifiques, ce sont des personnes qui analysent à froid une situation et il faut le faire aussi. Mais la démarche artistique permet justement de dépasser ce stade-là pour justement toucher un plus grand nombre de gens. Et quand on voit alors les pièces de théâtre qui sont réalisées... Comme on a vu dans le documentaire de... Effectivement, et ces pièces de théâtre, elles sont présentes maintenant. Il y en a eu déjà depuis un certain nombre d'années, en fait, cet esprit de décolonisation progressive. Décolonisation, au niveau de l'espace public, de la pédagogie, en tout cas à l'école, à travers la culture, à travers les musées aussi. Merci en tout cas à Louis Janssens d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir présenté donc votre documentaire Mentalité décolonisée. Nous, on se retrouve juste après ceci. Merci de nous rejoindre sur LN24 pour ce grand débat consacré aux 60 ans de l'indépendance du Congo, 60 ans qui se fêteront demain, puisque c'est demain le 30 juin. Avant cette petite pause, juste avant, on parlait de l'aspect pédagogique, évidemment. Le passé colonial de la Belgique n'est pas intrinsèquement présent, en tout cas dans l'aspect pédagogique. Louis-Michel, finalement, si on dit dans un certain sens que cette histoire coloniale n'est pas présente dans l'enseignement, pourquoi est-ce que ces traces sont-elles présentes dans l'espace public, au travers des statues par exemple? Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas disparu finalement? Parce que je pense que pendant des décennies, on a en fait sacralisé la colonisation. C'était un haut fait politique, économique, social, civilisationnel de la Belgique. Donc c'était une sorte d'emblème positif de la Belgique. Petite remarque d'ailleurs, Madame l'historienne le sait sûrement, les Belges eux-mêmes, au moment de la colonisation, n'étaient pas tous des fanas de la colonisation. Ils n'étaient pas tous subjugués par ça. Et donc il fallait amener le bon peuple belge à être derrière cette idée de colonisation. Donc on a été, ça c'est vrai, on a été pendant des décennies dans le déni par rapport à ces exactions, à toutes ces... Parce qu'il fallait voir la colonisation comme une réussite. Parce que ça faisait partie, quelque part, d'une sorte d'imaginaire politique collectif, positif. Voilà, il faut aussi dire quand même qu'au moment de la colonisation, à cette époque-là, ça n'était pas, comment vais-je dire, ça n'était pas mal vu qu'un État essaye d'avoir une colonie. Hein. Ils se battaient tous pour en avoir. Et j'en ai dire, quand on voit encore aujourd'hui dans l'imaginaire britannique ce qui est resté comme frustration de ne pas avoir pu mettre la main sur le Congo, c'est un élément de l'histoire. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ça, bien sûr, tout ça me choque aujourd'hui, mais dans le contexte de l'époque, c'était quand même C'était pas perçu de la même manière. C'est un peu différent. C'est ce que je voulais dire tantôt, j'ai été professeur de littérature néerlandaise et j'ai enseigné Max Havelaar. Hein. Bon, Max Havelaar, c'est une affaire coloniale, Max Havelaar. Eh bien, j'ai à cette époque, c'était il y a 50 ans, madame, j'ai expliqué tout ce qui s'était passé avec la Belgique et le Congo. Je n'ai pas attendu qu'un inspecteur me donne l'autorisation de faire ça, parce que je pense, et beaucoup d'historiens ont déjà, alors que vous n'avez peut-être pas eu la chance d'avoir des historiens ou des professeurs d'histoire qui abordaient cette question. C'est un travail individuel alors, chaque professeur. Oui, il est évident qu'un
un historien un peu digne de ce nom, mais ce qui est vrai, c'est que au cours de toutes ces années, beaucoup de profs n'avaient pas le sentiment d'être autorisés à le faire. Je crois que c'est ça le problème. Ils ont peur alors de ne pas devoir en parler? Je crois qu'ils étaient dans ce bain, on ne parlait pas de ça. Vous avez utilisé le mot tantôt, c'était tabou de parler de ça, tout compte fait. Ne retenons que ce qui est sympa et n'allons pas approfondir ce qui n'était pas sympa. Je ne vais pas faire de référence non plus à la culture philosophico-religieuse à un moment donné, hein, cette espèce de paternalisme un peu sordide, hein, c'était la bienveillance de l'État belge, la bienveillance, et tout ça percolait dans le système. Donc quand on parle de déconstruction, ça, je pense qu'il y a du travail à faire de ce point de vue-là. Mais déjà reconnaître ça, c'est déjà de la déconstruction. Mais ce que je voudrais, c'est que ça se fasse de façon apaisée. Vous avez apporté un élément que je trouve très juste, c'est qu'il faut évidemment amener dans cette commission vérité et réconciliation, il ne faut pas faire ça entre soi. Parce que si on fait ça entre soi, on simplifiera tout. Et à mon avis, dans ce cas de figure-là, on va réalimenter du racisme sordide et ce que personne ne veut. Et Jean-Jacques Wendo, à quel moment ça a changé justement? Louis-Michel en parlait, c'était accepter de tout, c'était un peu la vision qu'on devait accepter. À quel moment ça a changé? À quel moment les mentalités ont-elles changé? Je pense que les mentalités ont changé dès le début, dès le 1er juillet ou le 30 juin. Je pense que le discours de Lumumba a été un moment qui a surpris tout le monde. Pas vraiment, mais qui a mis à nu la réalité de cette colonisation, de ce déni de l'histoire. Et petit à petit, il y a eu des courants qui ont suivi, qui se sont dit que voilà, il faut penser à décoloniser non seulement l'Africain, mais décoloniser l'histoire. Et on peut même remonter à 1958, à la conférence d'Accra, où les Africains sont retrouvés pour discuter de l'Afrique, de l'avenir de l'Afrique. Et je pense que c'est un courant qui a suivi, mais on a compris que cette colonisation ne s'est pas terminée du jour au lendemain, parce qu'on était dans un contexte de guerre froide où l'influence occidentale, l'influence belge a continué, notamment dans la politique congolaise. Vous avez vu quelques jours après, 11 jours après, par exemple, après la colonisation, le Katanga qui se déclare sécessionniste, et on sait qui était derrière les Katangais, c'est la Belgique. Et tout ça a créé des frustrations. Et bon, aujourd'hui, nous sommes face à une génération, aussi bien des Belges et des Congolais, qui se sentent mal à l'aise de porter ce poids de l'histoire. Et vous voyez dans le mouvement qu'il y a eu ici à Bruxelles il y a quelques semaines, c'est les Belges et les Congolais qui ont demandé à ce qu'on mette sur la table cette histoire et qu'on en parle, qu'on discute et qu'on trouve des solutions. Comment est-ce qu'elle est vécue aujourd'hui, l'indépendance du Congo, 60 ans plus tard? Comment est-ce qu'elle est vécue de la part de la population congolaise et belgo-congolaise? Je ne pense pas que les conséquences de l'indépendance plutôt sont vécues assez négativement quand on voit l'état dans lequel se trouve le Congo. L'indépendance en soi, pour les Congolais, c'était un moment historique, parce qu'il fallait que le Congo soit indépendant. Peu importe les circonstances dans lesquelles tout cela est arrivé. Certains disent mal préparé, moi je dirais plutôt improvisé. Mais l'indépendance, pour une personne, c'est un signe, un symbole de sa liberté. Quand on vit avec la colonisation, on impose à quelqu'un sa manière d'être, sa manière de vivre, sa manière de penser. Et c'est une peine. C'est une souffrance. Et le fait que le Congo soit déclaré indépendant, c'est une libération mentale. C'est une joie. Oui, mais le travail de la décolonisation, c'est tout un processus aussi. On a eu 75 ans, si on compte, depuis 1985, la conférence de Berlin, pour construire le Congo jusqu'à 60. Mais il faut aussi le temps pour décoloniser les mentalités. Et voilà, donc je pense que l'indépendance en soi... C'était sur le moment, donc à l'époque où ça a été accepté. C'est accepté. Et puis il a fallu parler d'une autre étape qui était la décolonisation. Oui, qui n'a pas suivi non plus, qui n'a pas pu se mettre en place parce qu'il y a eu encore d'autres influences. On a parlé de néocolonialisme. Je pense que tout ça mérite une réflexion, un dispositif, un mécanisme pour en finir une fois pour toutes avec cette situation qui crée jusqu'à aujourd'hui des frustrations. Patricia Van Schullenberg, oui.
il n'y a pas eu de décolonisation. Après l'indépendance du Congo qui était déclarée en 1960, d'après vous, je vous demande votre avis, est-ce qu'il y a eu une décolonisation qui s'est mise en place ou elle est toujours en cours maintenant? Alors vous voulez dire en RDC ou bien en République démocratique du Congo, mais aussi en Belgique, puisque les esprits, évidemment, les points de vue sont différents. Oui, alors il y a plusieurs choses. Hein. C'est très complexe comme question, naturellement. Je voudrais rebondir. Peut-être que la décolonisation, finalement, au Congo, a commencé bien avant l'indépendance. Parce que des mouvements dès la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, les troupes voyagent, se rendent compte d'autres manières de considérer les Africains, notamment par les Britanniques. Et petit à petit, il y a quand même un esprit, pas décolonial, parce qu'on n'est pas encore dans ce terme-là, mais quand même des vents de liberté qui commencent à se mettre en place. Alors on peut parler notamment des élites congolaises, hein, ce qu'on appelle entre guillemets les évolués, qui commencent à revendiquer petit à petit aussi des places au sein de l'administration, au sein de différentes professions, parce que ils sont présents, mais ils sont toujours dans un statut d'auxiliaire hein, des Belges. Donc, ils veulent autre chose. Évidemment, le vent de décolonisation, alors, dans les années 55, va commencer à apparaître. Donc, ça donne aussi des idées. Et donc, finalement, il y a cette volonté qui se fait à partir de 1956. Hein. Il y a toute une série de manifestations, le manifeste de la BACO, le contre-manifeste, le plan de 30 ans pour l'indépendance, la voix des élites qui se fait à travers différents journaux. Donc la décolonisation, à mon avis, se passe avant, mais évidemment dans un cadre encadré, sous le contrôle, bien sûr, de l'État belge, de l'administration coloniale. Et on voit, effectivement, lorsqu'il y a les émeutes en janvier 1959, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, en fait. C'est comme si cet abcès est en train de crever. Et donc, voilà, mais ce n'est pas uniquement dans les villes, ce n'est pas uniquement à Léopoldville qu'il y a des rébellions. D'ailleurs, il y a eu des révoltes, des rébellions durant toute l'histoire de la colonisation, y compris l'État indépendant du Congo, mais aussi dans les zones rurales. Au Kivu, il y a des mouvements insurrectionnels importants qu'il s'agit de mater. Donc ça, c'est une chose. Alors, la décolonisation des esprits, c'est compliqué. Au Congo, je pense que mes collègues peuvent mieux en parler, en tout cas. En Belgique, cette décolonisation ne s'est effectivement pas faite parce que je pense que le grand public ne connaissait pas forcément les faits. C'est vrai que dans le cénacle des historiens, ou en tout cas des scientifiques, on a commencé à travailler sur les questions de la violence, sur la question du caoutchouc rouge dans les années 80. Les choses se sont révélées parce que les archives ont été ouvertes et elles ont été exploitées. Or, le grand public a découvert cette histoire plus tardivement, au milieu des années 50. Ça a pris trop de temps ? Au milieu des années 90, pardon. Ça a pris trop de temps ? Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris trop de temps, probablement, mais je pense que comme M. Michel le dit, il y avait encore cet esprit aussi de dire que la Belgique avait une colonie, une fierté d'avoir cette colonie. Il faut dire que beaucoup d'anciens coloniaux ont été rapatriés du Congo, souvent dans des conditions très difficiles. Donc il y avait encore cet esprit de former des clans par rapport à cette colonisation où des gens ont vécu des générations. Et donc il y a eu des freins. Aussi probablement sur la scène internationale, naturellement, parce qu'on le voit durant la colonisation, mais c'est quelque chose qui perdure ensuite. C'est que la Belgique veut quand même assurer son rôle de prestige, une nation qui a quand même sa puissance, sa fierté. Voilà, c'est ça par rapport aux instances internationales. Cette petite Belgique, dans le concert des nations, doit aussi avoir quand même son image de marque qui est préservée. Donc ça probablement aussi amené à ce que la décolonisation se fasse très, très lentement. Il y a quand même un élément qu'il faut aussi évoquer.
qui n'a certes pas facilité beaucoup les choses, c'est que tout ça se passe dans le contexte de la guerre froide. Ça, on oublie. Et ce contexte de la guerre froide, c'est évidemment un affrontement, dans le fond, entre le communisme et l'économie de marché, ou en tout cas, disons, le monde libéral au sens large, le monde démocratique au sens large, ce qui a permis d'ailleurs cette perversion de la lecture historique de Lumumba. Parce qu'en fait, on a catalogué Lumumba comme le dangereux communiste, bon, alors que je suis intimement convaincu, parce que je me replonge là-dedans pour le moment, c'était pas quelqu'un de conviction communiste, Lumumba. Je suis presque persuadé de ça. Les avis sont très binaires par rapport à Patrice Lumumba. Pardon ? Les avis sont très divergents par rapport à Patrice Lumumba. Je suis intimement convaincu qu'à un moment donné, il a été poussé par une sorte d'opportunisme d'ailleurs fort honorable par rapport au combat qu'il menait dans les bras du communisme, ou en tout cas dans la proximité avec le communisme. Quand vous lisez son livre de 57 ou quand vous entendez cette interview de 59, il n'y avait pas le moins... Je suis un homme politique, je pense que j'ai une certaine sensibilité. Il n'y avait pas la moindre résonance communiste dans les propos de Lumumba. Il était même... Jamais. Pardon ? Jamais. Jamais. Pourquoi est-ce qu'il a été décrit comme cela alors ? Mais madame, parce que comme il était, mais c'était tellement facile pour ceux qui ne voulaient pas la fin du colonialisme, c'était tellement facile de charger Lumumba de tous les maux. C'était en fait un horrible communiste qui était à la solde de Moscou, etc. Tout ça, il n'y a pas un élément, je ne suis pas historien, mais il n'y a pas un élément qui peut attester de ça. Donc on a totalement tordu la vraie image de Lumumba, premier élément. Deuxième élément, c'est un élément qui est un peu peut-être plus sensible. Mais je voudrais qu'on le prenne vraiment, sans aucune arrière-pensée. Il est aussi vrai que le thème colonial, le colonialisme, a aussi parfois, et ça n'a pas aidé ça, a aussi parfois, et je dirais même assez régulièrement, été instrumentalisé par les gouvernants, pas seulement au Congo d'ailleurs, par les gouvernants, je vais dire, des pays colonisés, pour permettre aux gouvernants de se défausser de leurs propres responsabilités vis-à-vis de leur peuple. Ça n'a pas non plus facilité les choses chez nous. Hein. Et on en reparlera. Ça n'a pas facilité non plus la déconstruction des esprits. Parce que dès que vous pouvez reprocher quelque chose, ça arrange tellement les gens de mauvaise foi. Et on en reparlera juste après ceci, puisqu'on va marquer je voulais une juste courte ajouter pause. ça, parce que dans le débat, c'est important. Parce que même pour la suite de ce qui va arriver avec la commission en question, c'est important. Et on en parlera évidemment, Monsieur Michel, juste après ceci, et on se retrouve juste après cette petite pause. Comme il disait chercher le Graal, éternel, le botox dans les veines, j'arrête de fumer et de boire chaque dimanche, chaque semaine. Moi, ma femme à la maison. C'est juste un, ma femme. Votre femme, elle est venue. Mais j'ai ma femme à la maison. Monsieur, c'est... 感受，什么都别说，所有美好的时光，渐渐地飘落，一起看四季变换，爱你如从。
Merci de nous rejoindre dans ces grands débats, l'occasion de parler des 60 ans de l'anniversaire et l'indépendance du Congo. Et vous nous avez rejoint sur ce plateau, Colette Brackmann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Journal Le Soir et vous êtes une grande spécialiste du Congo. On va faire un petit retour en arrière pour bien comprendre, bien expliquer à tous les téléspectateurs finalement pourquoi est-ce que le Congo était-il tant envié en tout cas par Léopold II, le roi des Belges à l'époque. Pourquoi était-il fasciné par le Congo? Mais il n'était pas tellement fasciné par le Congo lui-même. Il estimait, comme beaucoup de chefs d'État de l'époque, il disait il faut à la Belgique, il faut une colonie. Voilà. Alors il avait déjà essayé d'autres pays. Il avait essayé le Java, Bornéo, même l'île de Chios en Grèce. Il essayait de voir par tous les côtés où il y avait un territoire qui était libre, qui pouvait être colonisé. Et puis il a lu les récits de Stanley, qui était un journaliste, qui avait retrouvé Livingstone, écrit un livre. Il a été fasciné par les livres et les reportages de Stanley. Il a convoqué... Qui était journaliste lui-même, qui était parti au Congo. Qui était journaliste, qui était parti découvrir, enfin, in the darkest Africa, au plus profond de l'Afrique, avait retrouvé Livingstone, qui avait raconté ses aventures. Et le roi a lu cela et il a envoyé son ordonnance, le général Tace, rencontrer à Londres ce journaliste américain, donc Henry Morton Stanley, qu'il a fait venir à Laeken. Il l'a séduit, il l'a convaincu de retourner retrouver le fleuve Congo, de retourner au centre de l'Afrique, ce que Stanley a fait. Et alors Stanley, au nom du roi, a conclu des accords avec les chefs locaux sur place, et ce qui était des contrats de terre. Les chefs ne savaient pas très bien ce qu'ils signaient, mais en fait ce qu'ils signaient, c'était de céder leurs terres au roi des Belges. Sans vraiment se rendre compte que c'était ça qui se passait. Non, ils ne savaient pas, ils apposaient leur pouce sur des documents et ils ne comprenaient pas très bien, mais Stanley réussissait à les convaincre. Mais c'était la poussée de l'époque. De l'autre côté du fleuve, Savorgnan de Brazza remontait le fleuve, il fonderait la capitale du Congo voisin, Brazzaville. Et donc ces royaumes étaient en train de se constituer comme ça, évidemment sans la connaissance et le consentement des populations locales qui n'avaient rien à dire. Donc l'objectif véritable, c'était finalement d'obtenir une colonie. C'était pas forcément la volonté d'avoir le Congo en priorité. C'était pas le Congo en tant que tel, mais c'était de se tailler une colonie. Et alors à ça s'ajoute le prétexte, moi j'appelle ça un prétexte humanitaire. Le roi doit habiller son entreprise colonialiste, c'est le cas de le dire, son entreprise en disant on va lutter contre l'esclavage, on va arrêter les expéditions esclavagistes qui effectivement depuis l'océan Indien et depuis l'Atlantique pénètrent à l'intérieur du Congo, ravissent des indigènes et les emmènent en esclavage soit vers les États-Unis, vers l'Amérique ou vers les pays du Golfe. Et donc ça provoque aussi le consentement de l'opinion en Belgique qui dit ça c'est bien, ce sont des esclaves, on va stopper ça. Ce que personne ne dit évidemment, c'est que l'esclavage est remplacé par le travail forcé de différentes façons pour l'ivoire, pour le caoutchouc, la construction du chemin de fer, etc. Mais donc le prétexte humanitaire est bien là. Jean-Jacques Wando, qu'est-ce qu'on retient de cet héritage finalement de cette colonisation ? Qu'est-ce qu'on retient de cette colonisation? Difficile de répondre. C'était dans l'air du temps, au niveau des puissances occidentales. Ils sont allés en Afrique, ils sont allés un peu partout dans le monde pour pouvoir accroître leurs empires, mais aussi pour exploiter non seulement les terres, mais les populations qui étaient là. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la mémoire collective, cette colonisation n'est pas bien perçue. Elle ne représente pas quelque chose de positif, dans le sens que pendant toute cette période, on a dénié aux Africains ou aux peuples colonisés le droit à la parole, déjà, le droit à l'existence. Et c'était normal qu'on arrive à un certain moment que le peuple, que les populations demandent à ce qu'ils puissent s'exprimer librement, qu'ils puissent décider librement de leur avenir. Et aujourd'hui, je ne pense pas que l'on puisse considérer la colonisation, même s'il y a eu des aspects positifs, quelque chose de positif. Il y a des aspects positifs.
pouvez les pointer? Je pense qu'on ne peut pas analyser les choses de manière binaire en disant que c'est noir ou blanc. Comme toute œuvre humaine, il y a de bonnes choses, il y avait de mauvaises choses. On peut parler de l'éducation, on peut parler du système sanitaire qui était quand même l'un des plus performants de l'Afrique. Le Congo était un pays, même sur le plan de l'enseignement primaire, était un pays où le taux de scolarité était élevé. Et ça, ce sont des acquis positifs qu'on ne peut pas non plus nier. Et est-ce qu'on peut dire, je vous pose la question, que c'est grâce à la colonisation? C'est difficile de répondre à ça. C'est difficile de répondre, mais je pense que la colonisation, du moment qu'elle était là pour plutôt exploiter les ressources, entre autres, mais devait aussi mettre en place des structures pour permettre aux gens qui devaient exploiter d'être dans des conditions de pouvoir mieux travailler, mieux fonctionner. Et c'est vrai qu'il y a l'aspect humanitaire dont on a parlé. On a profité aussi de cet aspect pour mettre en place quelques structures. Mais c'est difficile aujourd'hui de dire que tout est positif, tout est négatif. Moi, je pense que la colonisation en tant que telle, en tant que processus, c'est pas quelque chose de positif. Mais cela ne veut pas dire que la colonisation n'a pas eu des effets positifs. Il y a eu des conséquences, un impact. Des conséquences positives et qu'à un certain moment, il fallait aussi une certaine, ce qu'on appelle ownership, appropriation congolaise des acquis positifs de cette colonisation pour aller de l'avant. Et ça, c'est un autre débat qu'on peut discuter. Mais la colonisation en soi, c'est un dispositif qui est négatif d'après vous. Et un dispositif qui n'est pas positif. Mais qui a eu des effets, parfois des effets positifs. Mais au départ, ce n'est pas un dispositif qui soit positif en soi. Louis-Michel, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal qu'on doit réparer? Mais d'abord, je voudrais quand même, parce que les nuances, c'est quand même pas mal non plus dans un débat comme celui-ci. Je partage largement tout ce qui a été dit, même dans les aspects les moins glorieux. Enfin, tout d'abord, je voudrais quand même dire, parce que ça, c'est un devoir de justice, tous les colons ne se sont pas mal comportés au Congo. Il y a quand même eu des gens qui étaient vraiment animés par de bons sentiments. Et bon, alors, que ce ne soit pas ceux-là qui aient imprégné le plus. Mais ça ne répare pas ce qui a été fait. Non, mais je ne voudrais pas quand même que l'on fasse passer l'idée que tous les colons étaient de sordides prédateurs. Ce n'est pas ce qu'on dit. Et des criminels en puissance. D'ailleurs, à ce propos, on parle de colons et de colonialistes. Oui. Donc, pour faire la différence... La sémantique est importante aussi. Oui, la sémantique est importante parce qu'il y en a qui étaient là parce que, bon, ils devaient être là, ils devaient travailler, mais bon... Ils faisaient des actions positives, mais il y a d'autres qui étaient là parce qu'ils avaient des idées, des dessins, des propositions colonialistes, et pour eux, c'était aller imposer une certaine idéologie. Claude Brackmann, vous vouliez réagir? Oui, parce que en fait, c'était l'air du temps. L'air du temps était d'aller au Congo, d'être colon. C'était un système profondément injuste qui privait la population congolaise de sa liberté de déplacement, d'action, de son autonomie. Mais le système était comme ça, et à l'époque, les colons ne le percevaient pas comme injuste. Pour eux, c'était le système tel qu'il était. C'est un peu, on parle maintenant de le sud des États-Unis, l'esclavage. C'est évidemment injuste. Mais il y avait dans le sud des États-Unis des gens qui avaient des comportements humains et puis d'autres qui étaient de purs salauds. Il y a de tout, mais à mon avis, le système était profondément injuste et il n'y avait qu'une très 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 petite minorité de Belges qui estimaient qu'il était injuste et qui s'élevaient contre le système colonial. Alors j'avais aussi une question, je me tourne peut-être vers vous, Patricia Van Schuylenberg. Qu'est-ce qui divise finalement les historiens sur le nombre de morts? En tout cas, on parle de 10 millions, certains parlent de 10 millions, d'autres moins. Qu'est-ce qui divise finalement les experts, les scientifiques, les historiens sur ce nombre? Je ne pense pas que les historiens soient divisés sur le nombre. Ce qui se passe, c'est que le nombre de 10 millions est un nombre
il n'est pas sorti du chapeau, hein. Il a une histoire qui serait peut-être trop longue à raconter ici, mais c'est quelque part comme un mythe en fait que l'on répète et que l'on transmet de bouche en bouche. Alors il y a une thèse de doctorat qui a été réalisée sur la démographie historique, parce qu'il faut se dire qu'à l'époque on ne connaissait pas le nombre de population. La population a commencé à être recensée à partir des années 20. Donc voilà, on a pu uniquement faire des évaluations sur base de ces populations. Alors maintenant, ce qui est en train d'être plutôt cohérent, c'est qu'il y aurait eu entre 1 million et 3 millions de morts durant l'État indépendant du Congo, hein, pas durant la colonisation. Mais encore une fois, ce nombre peut être soumis encore à caution, parce que rien ne sera jamais sûr et ça, c'est toujours la bataille des chiffres, en fait, et la difficulté de dire des choses avec des chiffres qui ne sont pas effectivement réels. Donc, les historiens sont d'accord sur les chiffres. Je pense qu'il y a un consensus. Il y a un consensus également sur la violence globale, sur le système d'exploitation, sur le système, comme dit Colette Brackman, tout à fait injuste. Mais je pense que, il faut un petit peu sortir de cette myopie où on se dit la colonisation, il y avait les victimes d'un côté et puis il y avait les coloniaux de l'autre. Il y avait des bilans positifs et négatifs. C'est vrai que globalement, encore une fois, c'est un système d'exploitation, mais il y a différents cas de figure. Et donc, lorsqu'on parle des Africains, mais tous n'ont pas été victimes. Certains Africains ont aussi bénéficié dans certains systèmes. D'autres se sont enrichis par le système. D'autres se sont appauvris par le système. Comme on a dit, les coloniaux, dans leur ensemble, ils faisaient aussi partie de ce système, donc c'était une mentalité particulière. Alors on ne peut pas non plus considérer, ou comparer les coloniaux en 1910 et ceux de 1950. Il y a une évolution des mentalités, il y a plus d'ouverture. Pourquoi y a-t-il eu une évolution finalement ? Qu'est-ce qui a changé dans la mentalité ? Alors, l'évolution, c'est l'évolution d'une société qui prend en compte des luttes qui se font au niveau national ou international. La lutte pour le droit des femmes, par exemple. La lutte pour avoir des syndicats. La lutte pour le droit au travail et le bien-être au travail. Donc, tout ça, ça a également imprégné donc l'esprit. Et c'est vrai que après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, les coloniaux qui sont partis au Congo ont été à l'université coloniale. Ils ont eu également des cours. Les cours existaient déjà avant, mais ces cours étaient plus centrés aussi sur une autre ouverture d'esprit, une autre manière de considérer les populations colonisées. Et donc, c'était un changement aussi de mentalité. Et lorsqu'on interroge des anciens coloniaux, on remarque très bien ce clivage. Et effectivement, la plupart des coloniaux qui ont vécu au Congo belge dans les années 50 partaient avec des intentions qui étaient honorables, des intentions individuelles en tout cas, mais encore une fois inscrits dans un système d'exploitation et de ségrégation qui était bien présente et qui a toujours fait partie de l'histoire coloniale. Louis-Michel, est-ce qu'il faut sortir de cette vision binaire des victimes et des bourreaux ? Des bourreaux, le mot est un peu... C'est comme par exemple quand on parle du génocide au Congo. Il n'y a pas de génocide au Congo. Et ça ne relativise rien. Mais on ne peut pas parler de génocide. C'est quoi un génocide ? Un génocide, c'est quand un État ou un pouvoir décide d'éliminer, d'éradiquer un peuple. C'est ça un génocide. Léopold II n'a jamais décrété le fait de vouloir supprimer des millions de Congolais. Je pense que le chiffre entre 1 million et 3 millions est sans doute correspond plus à la réalité. Finalement, c'est pas tel... Si, c'est important si on veut, mais je veux dire, le fait, ça ne pardonne rien, ça n'excuse pas, bien entendu. Donc, il faut faire attention aux mots que l'on utilise. Le génocide. Au Rwanda, il y a eu le génocide des Tutsis.
Ça, c'est un génocide, c'est indiscutable. Hein. Le génocide des Juifs, on connaît aussi, il y en a eu d'autres, bien entendu. Donc ça, je crois qu'il faut le dire. Alors je crois, évidemment, Madame l'a remarquablement dit, on peut pas le dire mieux, on peut pas le dire de meilleure façon que ce qu'elle a fait. Ben, il est évident que même dans un système que l'on peut dans l'absolu critiquer, ça va de soi, moralement, ça correspond pas du tout à nos valeurs, ben, il y a eu des effets positif, bien sûr. C'est évident que l'école, la santé, l'organisation territoriale, l'administration, tout ça a sans doute amené un semblant de structuration d'un pays. Maintenant, ça n'était pas fait avec une intention globalement positive, évidemment. Mais vous savez, ça, je pense que ça fait partie, moi je trouve que ça fait vraiment partie du débat. Quand j'entends tout ce qui se dit ici, il y a une matière extraordinaire à exploiter et je suis intimement convaincu que ce ne sera pas très difficile, en tout cas au niveau des faits, de se mettre d'accord sur les faits. Et moi je pense qu'avant d'aller plus avant dans des décisions à prendre, je pense qu'il faut établir les faits et il faut qu'on soit tous d'accord sur les faits, y compris, bien sûr, nos compatriotes congolais. Je pense qu'on ne peut pas faire ça en vase clos entre Belges. Il faut évidemment qu'ils soient totalement absolument associés. Si on ne fait pas ça, ça n'a aucune valeur référentielle, bien entendu. Donc voilà ce que je crois. Et je pense que on aurait intérêt à le faire dans un contexte d'apaisement. On détient des outils. Est-ce la période ? Moi, je crois que maintenant, il faut le faire. Je pense que c'est déjà un peu tard. Je pense que Colette Braeckman l'a dit. Je pense qu'on aurait dû relire notre histoire beaucoup plus tôt. Lorsque vous étiez là à Durban, vous vous rappelez de ces débats à n'en plus finir, où vous avez une opposition... Parce que c'est ça qui me fait un peu mal. C'est en quelle année ? On est en 2001. C'est ça qui me fait quand même un peu mal. On tire sur la Belgique. Bon, tirer sur la Belgique, c'est très bien. Mais j'attends encore toujours qu'un pays colonisateur autre que la Belgique fasse déjà les pas qui ont été faits ici. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un consensus politique. Mais l'Italie est allée plus loin par rapport à la Libye. Oui, d'accord, ok, l'Italie. Oui, ça, mais je ne suis pas certain qu'il... Collègue Braeckman, vous vouliez réagir ? Mais vous avez raison, hein, je ne... Je donnerai la parole justement à Colette Braeckman juste après cette petite pause et on se retrouve juste après ceci. Merci de nous rejoindre sur LN24 et dans ce grand débat. Juste avant la pause, Colette Braeckman, vous vouliez réagir ? Mais oui, je voudrais réagir parce que j'ai beaucoup posé la question à des Congolais en téléphonant et tout ça ces jours-ci, posant la question, qu'est-ce que vous pensez de ces histoires de statuts ? Ils m'ont répondu, mais qu'ils s'en fichaient, mais alors là, complètement, que chez eux, dans beaucoup d'endroits, il y a encore des statues de Léopold II qui fait partie de l'imagerie, etc. Et que surtout, c'est ça qui est important pour eux, Léopold II n'est pas le personnage abominable que l'on décrit ici, il est un peu dans la mémoire, mais il est surtout le fondateur de leur pays. Il est l'homme qui a permis au Congo d'exister sur la carte de l'Afrique et du monde. C'est que si on touche à Léopold II et à cette œuvre qui est d'avoir dessiné le Congo à la
conférence de Berlin, leur pays n'existerait pas. Et que si on continue à attaquer Léopold II plus loin, ça veut dire aussi le risque de mettre en cause l'existence du pays, son démantèlement. Et ça, comme ils tiennent beaucoup à leur pays, par le nationalisme est très fort, ils sont très attachés à ça. Et donc, ils sont beaucoup moins virulents, d'une façon peut-être étonnante. On est moins virulents au Congo. Qu'on l'est ici en Belgique avec les statuts. En Belgique et au Congo paraissent des livres ces jours-ci qui sont une défense de Léopold II. C'est stupéfiant, on n'imagine pas que ça se soit publié en Belgique, mais il y a des Congolais qui ont à cœur de défendre en disant c'est le plus grand chef d'État que notre pays ait jamais eu, c'est le fondateur de notre pays et comme tel on le respecte. Et on est peut-être très désarçonné comme Belge, mais en tout cas c'est une réalité. Jean-Jacques Wando, ça vous étonne cette position différente selon qu'on se trouve au Congo ou en Belgique? Ça peut s'expliquer par la manière dont le Congo a évolué après l'indépendance. Je pense que c'est une réaction de quelqu'un de déçu qui s'attendait à ce que l'indépendance lui apporte, comme on dit, la Terre Sainte. Mais finalement, on a vu le contraire. Aujourd'hui, par exemple, si je fais une métaphore ou je fais une comparaison avec la politique, les gens pensaient que ce qui s'est passé avant Mobutu, après Mobutu, on aurait... Et il y a eu Kabila, il y a eu son fils, Tshisekedi vient, et pas plus tard, 2-3 semaines, on voit que les Congolais sont en train d'applaudir Kabila en train de parader sur les rues de Kinshasa. Un phénomène politique naturel. Mais je pense qu'il faut relativiser peut-être cette manière de voir les choses parce que c'est vraiment une déception du fait que le Congo n'a pas décollé et que ces réactions, pour certaines, avec ce qu'ils ont entendu de leurs parents, de leurs grands-parents, sous la colonisation, on pouvait manger 2 fois, 3 fois, on pouvait se permettre certaines choses qui ne se permettent pas aujourd'hui, c'est ces regrets. Mais il faut aussi se dire ceux qui vivent ici. Parce que moi, quand je pense à la colonisation, il faut penser aussi aux effets. J'ai parlé aujourd'hui du parcours migratoire des Congolais qui sont ici. Comment on les traite. Congolaise. Monsieur Michel a parlé du fait qu'il est étonné de voir qu'un Congolais aujourd'hui en Belgique n'ait pas de papier. Non, alors que quelques jours avant l'indépendance, il y a eu ce traité d'amitié belgo-congolais qui permettait même aux Congolais de pouvoir, ça n'a jamais été ratifié par les parlements, de pouvoir venir en Belgique sans demander des visas, sans demander l'autorisation. Relativiser, le regret est là parce que l'indépendance n'a pas apporté le miracle escompté et les populations se sentent déçues et c'est comme les syndromes de Stockholm, on regrette le passé. Mais je ne dirais pas que si c'est à refaire, les Congolais seraient prêts à accepter ce que les aïeux ont connu. Je ne pense pas que... Je crois qu'il y a une question fondamentale qu'on n'ose pas poser, mais que moi je vais quand même poser. Une question qui serait salutaire de poser et sans s'ériger en juge moral. Mais il y a quand même une investigation, quand je dis une investigation, le mot n'est pas correct, il y a tout de même un questionnement que l'on doit faire, et à mon avis que nos amis congolais doivent faire. Pourquoi est-ce que, après l'indépendance, on en est aujourd'hui au stade où on en est au Congo? Et je suis même prêt à accepter de mettre dans le débat, est-ce que le colonialisme est la cause fondamentale de la non-réussite de l'après-indépendance? C'est une question, moi, qui m'importe, parce que je voudrais quand même rappeler que trop souvent, j'ai entendu des autorités en appeler à l'argument du colonialisme pour justifier de la non-réussite de leur développement. Alors, moi, je pense qu'il y a un effet de il y a un lien de une causalité, un lien de causalité. Oui, il y a un lien, mais ce n'est pas le lien de causalité. Ce serait trop facile. Non, ce n'est pas le seul lien de causalité. Non, mais il y a un lien. Oui, mais moi, je pense que dans le débat qu'on doit avoir sereinement et honnêtement
entre les Congolais et les autorités belges et les représentants belges, on doit oser parler de ça. Moi, c'est l'instrumentalisation de ça qui fait que les politiciens, quand ils sont en mal... justement, j'ai trop souvent au cours de... Vous savez bien que je connais quand même bien le pays, je connais à peu près tous les décideurs systématique du colonialisme pour se défausser de sa propre responsabilité était quand même souvent utilisé. Alors moi je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, c'est simplement j'observe ça. Je pense que les Congolais, les Africains en sont conscients. On peut prendre, quand vous lisez Alain Mambankou ou bien Achille Mbembe, ils disent que les Africains doivent se débarrasser de leur propre satrape. Je pense que c'est très... Mais ça, moi je ne dis pas ça. Les Africains feront ce qu'ils voudront. Je veux simplement dire que dans le débat que nous devons avoir pour quand même remettre les plis de... J'ai écrit ça dans, il faut rien dans un livre. Pour remettre à plat les plis de notre histoire, il faut parler de ça aussi. Oui, mais l'erreur aussi, ce n'est pas que, comme je vous ai entendu tout à l'heure, vous parliez de la décolonisation qui a commencé peu après la guerre mondiale. Pour moi, la décolonisation, ce n'est pas le fait d'arriver à l'indépendance. C'est vraiment tout un processus, des effets aussi de la colonisation. On a vu après 60 qu'on était toujours dans le contexte de la guerre froide. Il y a eu d'autres formes de colonialisme, ou ce qu'on appelle néo-impérialisme, avec les influences occidentales pour essayer de contrôler les gouvernements. Mais c'est clair que la Belgique a commis un ensemble d'erreurs colossales. Il suffit de voir, par exemple, moi j'aurais aimé connaître le monsieur qui a inspiré ou qui a le discours, excuse, même un journaliste d'une chaîne que je ne citerai pas, qui a, je vous en ai parlé tantôt, l'interview de 1959, les questions que le journaliste qui était dans le dos, parce que se disait, comment est-ce qu'il ose poser cette question de cette manière-là? C'était un témoignage inconscient d'un mépris tout aussi inconscient, mais absolument inacceptable. Enfin, je veux dire, et donc, je crois qu'il faut... Je pense que si cette commission Vérité et Réconciliation veut vraiment conduire à quelque chose de fort, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la vérité. Et au-delà de cette commission Vérité et Réconciliation, est-ce que... Je vais vous poser la question à vous, Colette Braeckman. Est-ce qu'il faut des excuses de la part de la Belgique? Est-ce que ça passe par là aussi? Le roi, enfin, je ne sais pas moi, des excuses, oui peut-être, mais il faudra arriver au bout des travaux, il faudra mettre les choses à plat. Mais moi je crois qu'il faut vraiment analyser le système qui a permis la colonisation. Ce n'est pas une affaire d'hommes, d'individus comme ça. C'était un système de l'époque qui était fondé sur la certitude d'une supériorité de l'homme blanc, d'une mission entre guillemets civilisatrice, comme si les autres n'étaient pas civilisés. Donc on devait les contraindre, leur apporter quelque chose, une espèce de satisfaction de soi qui s'est imposée, et on doit déconstruire ce système parce qu'il a sévi presque jusqu'aujourd'hui, Aujourd'hui encore, il n'y a pas si longtemps, M. Michel le sait bien, beaucoup de Belges qui allaient au Congo faisaient la leçon aux Congolais. Et de quel droit? Qu'est-ce que nous avons de plus humainement pour leur faire la leçon? Voilà, cette attitude de paternalisme, de donner des leçons, elle dure presque, je dirais, elle dure presque encore aujourd'hui. Mais ça ne doit pas empêcher... On doit déconstruire tout ça. C'est une question de déconstruire, ça ne doit pas empêcher peut-être des excuses de la part de l'État belge, même 60 ans plus tard, même des dizaines d'années plus tard. Je pense qu'on peut s'excuser facilement pour des faits. On peut s'excuser pour des faits. Moi, je me suis excusé au nom de l'État, vous le savez bien, pour la mort de Lumumba, qui d'une certaine manière est un meurtre d'État. Bon, ça c'est un fait très précis. Vous étiez là d'ailleurs. Voilà. Bon, ça, il n'y a pas eu d'excuse officielle. Non, la responsabilité de la Belgique récente, c'est pas la Belgique de ce temps-là, hein. La Belgique quasi d'aujourd'hui, contemporaine, au Rwanda, elle est établie, clairement. Et ce sont des personnalités politiques qui sont allées demander pardon là-bas, qui n'étaient pas au pouvoir
au moment où ça s'est passé. Mais au nom de la continuité de la responsabilité politique, nous avons jugé que c'était essentiel. Bon, pour ce qui concerne le crime d'État de Lumumba, nous avons présenté nos excuses à la fois à la famille et au peuple congolais. C'était un fait qui était pas discutable. Et pour toutes les exactions, tous les crimes qui ont été connus, tout le travail forcé, pour ça, la Belgique... Moi, je dois vous dire très honnêtement que je n'ai aucun problème à présenter des excuses pour tout ce qui s'est fait de mal, rajouter juste, donner la parole peut-être à Mme Van Schuilenberg, Patricia Van Schuilenberg, vous voulez réagir? Oui, je pense que voilà, c'est important de reconnaître au moins alors des excuses. Ça, c'est le gouvernement en place qui décidera la meilleure attitude à adopter. Une reconnaissance est important. Alors, une reconnaissance sur base des faits du système mis en place, c'est important. Et je pense, encore une fois, mais c'est important d'insister aussi que finalement, il y a un consensus auprès des historiens, en tout cas. Surtout que depuis ces années, beaucoup de travaux, de thèses, de doctorats ont été rédigés sur de nombreux sujets, en fait, qui touchent pratiquement toutes les sphères de la société coloniale. Donc, qui va des infrastructures au développement, sous-développement, plan décennal, économie, en passant par l'histoire sociale, l'histoire du travail forcé, l'histoire de l'agriculture, l'histoire des sciences, l'histoire de l'environnement, l'histoire du genre, du racisme. Toutes ces questions ont été abordées par les historiens. Donc, il y a vraiment maintenant une connaissance assez large de l'histoire. Et je pense qu'avec ces données-là, avec les experts qui pourront parler au sujet de toutes ces thématiques, il n'y a pas de doute à avoir, en tout cas, sur la responsabilité, en tout cas, de la colonisation par rapport à l'Afrique centrale et de la Belgique. Mais ça ne veut pas dire que des excuses formelles doivent peut-être... Parce qu'effectivement, quelle est la contrepartie aussi des excuses? Ça, c'est toujours le point. Mais en tout cas, une reconnaissance. Parce qu'on a un peu l'impression que tout le monde politique belge de l'époque soutenait Léopold II. Ce n'est évidemment pas vrai. Par exemple, un ancêtre libéral de Lavelaye était totalement opposé au nom de l'idéologie libérale, parce qu'il estimait que le colonialisme, c'était une méthode d'asservissement. Ça, c'est pas aujourd'hui. C'était il y a très longtemps, au moment où le Parti socialiste commence à devenir légitime et ici en Belgique, il y avait un courant, en fait, relativement laïque d'ailleurs, qui était pas du tout en soutien de Léopold II. Et au nom, en fait, vraiment au nom de valeurs. Ça, il faudrait quand même aussi qu'on le dise. Claude Brackmann ? Oui, mais moi je pense qu'au-delà de la question des excuses, il faut surtout que la lecture du passé nous aide à comprendre le présent. Et qu'aujourd'hui, s'indigner sur le travail forcé au XIXe siècle dans le système léopoldien ne nous dispense pas de dire que c'était le système capitaliste à l'état pur et que Léopold II voulait retirer des bénéfices de son investissement qu'il avait fait au Congo. Et je voudrais qu'on tire les conclusions pour aujourd'hui. Les sociétés qui tirent des bénéfices de l'exploitation forcenée, je dis bien forcenée des mines du Congo aujourd'hui, de la forêt, des mines, des ressources du Congo aujourd'hui, qui mettent en péril la viabilité des populations, sont dans un système d'exploitation qui n'est pas très loin des exploitations du temps de Léopold II. Les principes sont les mêmes. Et donc la lecture du passé doit nous amener au présent. Et ça, pour moi, c'est plus important que des excuses. Que des excuses, Monsieur Wando, est-ce qu'elles sont voulues de la part de la population congolaise ou des belgo-congolais? Des belgo-congolais, oui, sans aucun doute. Donc, les excuses sont nécessaires, surtout quand on veut aller dans un processus de vérité et réconciliation. Il faut à un certain moment marquer le coup, dire que voilà, il y a eu des faits qui ont été commis, il y a eu un système qui a été perçu comme étant non respectueux des valeurs des droits humains, il y a eu des choses, des assassinats et à grande échelle qui ont été commis. Et les reconnaître n'est pas une chose, il faut des excuses. Quand on reconnaît... Mais si on reconnaît les faits, si on admet les faits... mais je pense que ce serait symbolique, même de la part des Congolais, qu'il y ait quand même cette forme de reconnaissance des excuses. C'est aussi une manière de casser ce complexe-là.
les Congolais vont se dire finalement, ils ont quand même reconnu, parce que jusqu'à présent, il y a toujours cette sorte de complexe et de supériorité. Pas plus tard qu'hier, ou la semaine passée, on a vu par rapport aux événements au Congo, quelques Belges établis, nés au Congo, qui discutaient, qui traitaient des Congolais comme si on était encore en 1930. Je pense que les excuses sont nécessaires et doivent marquer le coup, mais les excuses en soi ne suffisent pas. Parce qu'on peut s'excuser, mais tout en étant de bonne, de mauvaise foi, il faut qu'il se soit marqué aussi, comme j'ai dit, par d'autres actions. Et qui devrait s'excuser? Les officiels. C'est le roi ou le gouvernement? Le gouvernement. Le roi, il a quel pouvoir? Bon, peut-être pour les Congolais, c'est symbolique, comme on disait Bwana Kitoko, mais je pense que c'est le gouvernement qui a la responsabilité de s'excuser officiellement. Madame Van Sculenberg, pourquoi ça bloque? Pourquoi est-ce que ça pourrait bloquer? Pourquoi est-ce que le gouvernement, le roi, pourquoi n'y a-t-il pas eu d'excuses encore? Mais si on laissait faire le travail de cette commission, je m'excuse, madame, mais si on laissait faire, sinon ça n'a pas de sens. Hein. Vous nous demandez en fait de déjà dire le résultat d'une commission vérité et réconciliation qui a pour but justement qu'on soit tous d'accord sur une lecture commune de notre histoire commune dans notre rapport au peuple congolais. Ça peut prendre du temps. Ça ne doit pas nécessairement. Pas nécessairement. Tout ça. Bon, mais laissez quand même le travail normal se faire. Je suis désolé, mais ça, je comprends pas bien. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi n'y a-t-il plus... Mais laissez les gens se poser la question. Il y a plein de questions que les gens se posent et qu'on ne répond pas tout de suite. Hein. Qu'on fasse d'abord le travail à la commission parlementaire, je pense que c'est le meilleur endroit. Et j'ai le sentiment, j'ai le pressentiment, j'ai la prescience, littéralement, qu'il n'y aura pas de grosses difficultés à avoir un consensus fort sur les faits. Parce que les faits sont tellement évidents. Ils sont tellement pas contestables. Si vous avez ça, je pense qu'à partir de là, qu'il y ait des excuses, qu'on estime qu'il faut poser des excuses. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout défavorable à cela. Bon, mais ce serait peut-être plus intéressant aussi de voir dans les autres recommandations ce sur quoi on peut se mettre d'accord pour justement que les plis de notre histoire commune soient aplanis et qu'on puisse recommencer une relation qui soit totalement décrispée et qui ne soit plus tributaire d'un imaginaire finalement totalement faux, d'un imaginaire totalement inventé. Et parfois instrumentalisé de part et d'autre, pas seulement au Congo, ici aussi au gré des évolutions politiques. Par les enjeux politiques, soit d'ici ou du Congo. Et Colette Brackman, peut-être pour conclure, elles en sont où les relations entre la Belgique et le Congo, les relations diplomatiques? Mais pour l'instant, elles sont bonnes, mais elles sont gelées pour des raisons sanitaires. Je pense qu'il y aurait une grosse délégation belge qui comptait aller au Congo pour le 60e anniversaire de l'indépendance, mais pour l'instant, tout ça n'est pas possible. Donc, elles sont gelées, mais elles sont, comme souvent d'ailleurs, pleines d'espoir, où les Congolais espèrent que ça va aller, la Belgique espère que la situation va se redresser. Bon, l'examen de la réalité rend parfois un peu plus pessimiste, mais voilà. Merci collègue Brackman, merci à vous quatre d'avoir été en plateau avec nous ce soir pour les 60 ans de l'indépendance du Congo. Demain, on se retrouve aussi pour une autre émission liée au Congo. Cette fois-ci, ce sera les relations commerciales entre la Belgique et le Congo. Merci d'avoir suivi ce grand débat et à demain soir.